Bienvenue dans Ça donne le ton. Nos débatteurs sont déjà agités ce matin, ce vendredi matin. Accueillons-les. Franz-Olivier Gisbert, bonjour. Directeur éditorial de La Provence qui titre « Le dernier avertissement ». La deuxième vague est là, violente. Nous en parlerons évidemment. Bonjour Gérard Miller, éditorialiste et psychanalyste. Une casquette précieuse pour comprendre la psychologie de Donald Trump. Bonjour Alexandre Devecchio, bonjour. Journaliste au Figaro en charge du Figaro Vox. Vous signez une tribune ce matin. Et si la révolution Trump ne faisait que commencer, nous en débattrons évidemment. Et bienvenue à Maître Julia Grégoire. Bonjour, conseillère juridique et porte-parole de Democrats Abroad France. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans Ça donne le ton. À la surprise générale, il est encore dans la course. Donald Trump ne lâche rien et il faut dire que la dernière ligne droite dans le décompte des votes s'annonce encore plus compliquée que prévu. Joe Biden ou Donald Trump, quel que soit le vainqueur, il risque de sortir abîmé de cette séquence interminable. À l'heure où nous parlons, vous l'avez vu, le candidat démocrate compte 253 grands électeurs, le président sortant 214 et il en faut 270 pour l'emporter. Il reste ce matin 5 États indécis: Arizona, Géorgie, Nevada, Caroline du Nord et la Pennsylvanie. Benjamin Cruard, bonjour. La Pennsylvanie où tout pourrait se jouer ce matin. Bah oui, la Pennsylvanie, c'était ici. 20 grands électeurs, si vous faites le calcul. Si Joe Biden l'emporte ici, eh bien, ce sera fini. Il dépassera les 270. Alors, quand vous regardez le détail, vous allez voir que la tendance et la dynamique est clairement du côté de Joe Biden. Regardez cet écart, 18 000 voix d'écart, 18 200 voix d'écart. Pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, même si c'est Donald Trump qui est toujours en tête, hier, à la même heure, il y avait environ 100 000 voix d'écart. 100 000 voix d'écart, on parle là de 6 millions de votes, donc c'est rien. Et surtout que ce qui se passe, regardez, je vais vous montrer, les votes qu'il reste à dépouiller, il y en a environ 100 000. Il y en a toute une partie qui vient d'ici, c'est une zone bleue, c'est la zone de Philadelphie. Et vous comprenez pourquoi. Eh bien, la dynamique en Pennsylvanie est clairement du côté de Joe Biden ce matin. Benjamin, et ça se présente aussi bien pour Joe Biden dans d'autres États clés. Oui, clairement. En fait, Joe Biden, pour gagner, ce qu'il faut bien comprendre, c'est s'il gagne deux de ces trois États-là, Nevada, Arizona, Géorgie. Je vais vous montrer les chiffres de la Géorgie. C'est un basculement, c'est le virage bleu de la même manière que pour la Pennsylvanie. Il y a seulement 1200 voix d'écart entre Donald Trump et Joe Biden. À la même heure hier, on était plutôt autour de 30 000. Donc c'est en train de fondre exactement de la même manière. On parle de 16 grands électeurs. Je vais vous montrer la carte de la Géorgie. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez au sud d'Atlanta. C'est là que ça dépouille ici. Au sud d'Atlanta, c'est du vote démocrate. Donc voilà pourquoi, dans les heures à venir, la Géorgie a de grandes chances de basculer. Et puis, je vous montre juste ici pourquoi les démocrates sont très confiants. Il y a le Nevada. Le Nevada, c'est 6 grands électeurs. Joe Biden est en tête, alors pas grand-chose, 11 400 voix, mais c'est aussi une tendance qui va forcément s'accentuer un petit peu. Je vous montre encore une fois le Nevada. Le Nevada, qu'est-ce qui reste encore beaucoup à dépouiller? C'est ici, c'est Las Vegas, et Las Vegas, c'est bleu, donc c'est plutôt du démocrate. L'Arizona, Joe Biden est aussi en tête, ça s'est un petit peu resserré avec Donald Trump, mais enfin il est toujours en tête. Donc voilà, si vous faites le bilan, il y a 5 États gris qui n'ont pas encore choisi leur camp, mais où Joe Biden est grand favori, si ce n'est en passe de gagner. Merci beaucoup Benjamin Cruard pour ce point très précis et très précieux à l'heure où tout change depuis mercredi. C'est une succession de rebondissements. Alors parole d'abord aux Américains sur ce plateau franco-américain, Franz-Olivier Gisbert. Est-ce que Donald Trump peut encore l'emporter? Ça va se jouer à quelques milliers de voix près dans les États clés. Je pense pas. Je pense que ça fait le soir de l'élection, quand on voyait les résultats, on se disait c'est très serré, c'est évident que c'est très serré, mais à l'arrivée, ce sera lui, ce sera Biden. Pourquoi? Parce que bon, il a des réserves, c'est évident. Mais ce qui est frappant dans ce résultat, c'est que c'est de justesse, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on s'attendait tous à ce qu'il y ait un raz-de-marée Biden. Moi, le premier d'ailleurs, je m'attendais quand même à un certain. Et Trump a incroyablement résisté, c'est-à-dire on voit vraiment qu'il y a vraiment un phénomène trumpiste aujourd'hui aux États-Unis, ça va rester. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça a marché malgré l'économie, parce que l'économie s'est cassée la gueule avec le coronavirus. Il y a quand même 233 000 morts aux États-Unis à cause du coronavirus.
Donc la situation est quand même, comment dire, elle était très mauvaise pour Trump. Il aurait gagné s'il n'y avait pas eu le coronavirus, s'il n'y avait pas eu les conséquences économiques, c'est-à-dire l'effondrement de l'économie. Je pense qu'il gagnait par peut-être 60-70%. Enfin, c'était un score énorme. D'avoir réussi comme ça, contre tout, contre les médias. Les médias on en parlera dans un instant avec la les médias séquence deviennent incroyable, fous. Les médias deviennent fous. Contre l'argent aussi, parce que quand moi j'ai regardé un calcul. Quand vous regardez, il a eu beaucoup moins d'argent pour sa campagne que Biden, beaucoup moins. On voit que c'est pas lui le candidat de Wall Street, le candidat de l'argent, ce sont les autres. Et puis quand on regarde sénateur par sénateur, c'est incroyable. Vous regardez la moyenne, le sénateur démocrate, il a toujours le double. Comme pour sa campagne électorale, comme fonds qu'il a pu récupérer. Donc, si vous voulez, il a fait campagne un peu seul contre tous. Et c'est ça un peu la leçon, c'est-à-dire qu'on a un phénomène qui va durer maintenant. Qui va durer parce que les gens ont eu le sentiment qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est vrai qu'économiquement, quand on regarde parce que ça aussi, c'est jamais cité, mais les résultats économiques, moi je suis évidemment déchaîné contre la politique de Trump sur l'écologie, sur toute une série de sujets, mais enfin l'économie, vous avez bien vu une augmentation des bas salaires de 7% sur 3 ans, enfin, il y a eu des résultats, puis l'augmentation du salaire moyen américain, il est passé de 63 000... On va voir si maître Julia Grégoire, qui représente les démocrates en France, partage votre enthousiasme. Je ne suis pas enthousiaste. Attends, je ne suis pas trumpiste. Non, attendez. Là-dessus, je ne suis pas trumpiste. Ce qui me fait vraiment... Mais je suis scandalisé par l'hystérie des médias. C'est-à-dire qu'on a un président hystérique. On a un président hystérique et nous avons maintenant des médias non seulement hystériques, je dirais qu'ils sont fous. On va en parler des médias. Ça va être un gros sujet. Le président qui parle, mais c'est un truc dément. Parce qu'on le laisse parler et après, on commente. On va y venir, c'est promis, France. Sur les résultats si serrés, maître, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez anticipé ? Je pense qu'il faut justement mettre dans le contexte ces résultats. Donc évidemment, on voit une division aux États-Unis. Ça, on ne va pas le débattre aujourd'hui. On sait que c'est le cas. Mais par contre, normalement, quand le président actuel est en cours d'une élection, il va gagner par beaucoup plus. Donc là, Trump est en train de se battre pour sa vie politique. Et aussi sa vie en général, pas en général, mais pénale. Il va peut-être faire l'objet d'enquêtes de fraude fiscale, des enquêtes pénales après s'il n'est pas réélu. Donc normalement, le président actuel va gagner par une marge énorme. Ça serait normal. Actuellement, ce qui se passe, c'est que Trump est en train de gagner, vous l'avez dit vous-même. Et non seulement Biden ça... est en train de gagner. Pardon, excusez-moi. Biden. Alexandre Devecchio qui vous corrige, alors qu'il aurait aimé que ce Donald Trump. Après 3 jours, je suis un petit peu fatiguée, merci. Alors, il est en train de perdre et Biden est en train de gagner. Et Trump devrait être en train de gagner et il ne l'est pas. Il n'a pas une marge importante et non seulement ça, il est en train de perdre dans plusieurs États. Donc, dans le Pennsylvanie, il a que 18 000 voix d'avance. Là, il gagne. Trump pour l'instant. Par contre, la dernière fois, il a gagné. La Géorgie, Trump actuellement a 1000 voix de plus. La Géorgie est un État qui a toujours voté républicain depuis 1972 avec 2 ou 3 élections d'exception. C'est un énorme changement qui est quasiment inédit depuis 30 ans. L'Arizona a toujours voté républicain depuis 1972. Biden est en train de gagner dans cet État par 70 000 votes presque. Donc depuis 1972, l'Arizona est allé pour les démocrates une seule fois. Donc on parle pas de ça. Dans les États clés, mais globalement, Donald Trump, il a réussi à mobiliser plus qu'il y a 4 ans. Oui, évidemment. Mais même dans l'Arizona, c'est intéressant ce qui est dit, parce qu'il y a un double phénomène de recomposition. En réalité, le Parti démocrate, c'est une évolution depuis longtemps, qui était traditionnellement, sous Roosevelt, le parti des travailleurs, des ouvriers, des classes populaires. C'est boboisé, comme la gauche en France, est devenu le parti des élites technologiques, des gagnants de la mondialisation. Et c'est ce qui s'est passé un peu en Arizona, où il y a une partie de la Silicon Valley qui est venue immigrer en Arizona, et c'est ce qui explique ce basculement. Mais ce basculement a eu lieu dans le sens inverse, dans des États qui étaient traditionnellement bleus et qui sont passés effectivement au rouge, parce que Donald Trump a été conquérir les classes populaires, ce que disait
Joseph Frantz est vrai, les bas salaires ont augmenté aux États-Unis. On voit même, ce qui est intéressant dans ce vote, il faut dire que Donald Trump a fait plus de votes populaires que la première fois pour quelqu'un qui était censé être décrédibilisé, etc. Et la crise du coronavirus, on a expliqué qu'il avait mal géré, etc. Il fait quand même un score supérieur. Et ce qui est même très intéressant, c'est que chez les minorités, là, ça montre aussi les limites de la politique des identités défendues par les démocrates, qui pensaient que l'électorat des dites minorités leur était acquis, qu'ils le réduisaient souvent à leur couleur de peau ou à leur sexe. Et bien, cet électorat-là a voté plus pour Donald Trump qu'elle le fait d'habitude pour les autres candidats républicains. Je réponds à la question qu'il a eu plus de votes populaires. Noirs et les latinos, pour le coup, ont voté majoritairement. C'est important de dire que le vote populaire à l'échelle nationale a augmenté de 20 millions de votes. Donc, évidemment, Trump a eu juridiques. Non, il n'y a aucun problème juridique. Des études ont été effectuées sur la fraude. On va parler de ça tout à l'heure. Oui, on va en parler de la fraude. Je veux juste préciser sur le vote populaire. Merci. Le vote populaire a augmenté de 20 millions de votes de personnes. Donc, évidemment, le nombre de votes que Trump a reçus ce fois-ci a augmenté aussi. Mais quand même, Biden a 4 millions de voix de plus dans le vote populaire. Hillary Clinton ? Non, 4 millions de plus que Trump a actuellement. Ah d'accord, qui gagne. Ce qui va dans votre sens, quand on regarde certaines statistiques, la majorité des gens les plus fortunés aux États-Unis ont voté pour Trump, alors que la majorité des gens moins fortunés ont voté pour Biden. Ça, c'est un point incontestable. C'est aussi le président... Regardez les cartes. Non, il n'y a aucun doute. C'est plus compliqué. Regardez les revenus supérieurs à 100 000 les revenus supérieurs à $100 000 par an ont majoritairement voté pour Trump. Cela étant, je n'ai pas besoin de vous rassurer, madame, à part le Rassemblement national en France, vous savez que tous les autres Français sont, je dirais, plutôt pour Biden, et c'est aussi évidemment mon cas. Cela étant, là où Franz Olivier a raison, c'est quelque chose que moi je formulerais de cette façon-là. L'Amérique de Trump existait avant Trump et elle existera après Trump. C'est pas lui qui l'a créée. Il a effectivement incarné une Amérique qui existe, dont on voit sur les sondages et sur les résultats déjà à quel point elle est existante. C'est ça qui, pour nous, et je pense pour vous aussi, démocrates, est inquiétant, c'est qu'en effet, ce n'est pas un phénomène, une parenthèse dans l'histoire américaine, c'est malheureusement très profond. Pour prolonger ce qu'a dit Alexandre, c'est qu'il est allé braconner à gauche. C'est-à-dire que, ce qui s'est passé pendant les 8 ans de Barack Obama, c'est quand même qu'il a abandonné, disons, la gauche traditionnelle, Obama, aux républicains, enfin, qui était disponible, et Trump, quand il a été élu, on la voit bien, avec des bases ouvrières, industrielles des États-Unis. Et là, d'une certaine manière, ça recommence, parce que, excusez-moi, mais la Pennsylvanie, en principe, ça devrait passer facilement aux démocrates. Pas du tout. On voit depuis les 50 dernières années, c'est 50% républicains et 50% démocrates. Traditionnellement, c'était démocrate. Mais traditionnellement, c'était démocrate. Non, mais attendez, sérieusement. Regardons les années. Depuis 1970. Je suis comme beaucoup de Français. 5 élections démocrates, 5 élections républicaines. Attendez, arrêtez. Ok, je vous en prie. On ne va pas parler en même temps. Mais c'est un débat, mais vous avez raison de préciser les points, de répondre. Et après, je réponds. Je vous en prie. J'essaye de regarder les choses avec un peu d'objectivité. Je pense qu'il y a un grand vent de folie qui règne aujourd'hui dans le monde, aux États-Unis et en France aussi d'ailleurs. On raconte absolument n'importe quoi, là, cette espèce de délire en ce moment sur la dictature, enfin sérieusement, et d'ailleurs vous faites ça, vous les démocrates, mais tout ça c'est de la posture. Trump, il est dans la posture, il n'a pas encore perdu, donc il dit j'ai gagné, je vais peut-être gagner, et puis souvenez-vous. Mais qui est le plus fou là-dedans, France ? Attendez, la presse est folle, c'est-à-dire que la presse est totalement folle, il faut dire les choses. Regardez, tout le monde se transforme en torchon électoral, le New York Times c'est un torchon électoral. On va y venir sur la presse. C'est un grand journal, moi j'ai passé ma jeunesse à lire ce journal, aujourd'hui c'est n'importe quoi. Et vous avez la même chose aussi en France avec les journaux. Est-ce que je peux répondre à un moment ou ça va attendez. Je promets répondre à un moment. Vous allez répondre dans un instant, c'est promis, parce qu'on va continuer ce débat évidemment passionnant et on va se demander si Donald Trump est seul contre tous, contre les médias, alors que les chaînes de télévision ont même décidé d'interrompre son discours en direct pour faire le point sur les fake news du jamais vu. À tout de suite.
Nous n'avons aucun doute sur le fait qu'une fois les décomptes de voix terminés, nous serons déclarés vainqueurs. Je demande donc à chacun de rester calme. Si l'on prend en compte les votes valides, je gagne haut la main. Bien sûr, si l'on prend en compte les votes illégaux, c'est un vol. Si l'on prend en compte les bulletins qui sont arrivés en retard, c'est du vol. Nous sommes entrés dans une guerre des nerfs aux États-Unis où chacun se dit proche de la victoire, mais un seul crie à la fraude massive. C'est Donald Trump qui a lancé les centaines de procédures, évidemment en cours, soutenues timidement par son parti, lâché par les médias. Même Fox News, la chaîne du président pro-républicaine, depuis sa création, ne soutient pas son discours. Est-ce que Donald Trump est seul contre tous ? Bah oui, c'est clair. C'est clair, mais je dirais, le vrai sujet, c'est le comportement des médias. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ceux, évidemment, parce que objectivement, je ne pensais pas qu'il aurait ce score. Bon, ce score est très important. Il a failli gagner à un cheveu. Donc, c'est très intéressant. Il faut en tirer les conséquences. Or, on a le sentiment que nos journaux, les journaux aux États-Unis, le New York Times en tête, en France, des journaux comme Le Monde, etc., se transforment. Ce sont des tracts électoraux. C'est-à-dire, tout le monde devient un torchon électoral, hyper militant. Mais on peut regarder les choses avec un peu d'objectivité. Ce président est un peu particulier. Hein, il est un peu, voilà. Bon, François-Olivier, ce Trump, il est particulier. C'est la deuxième fois dans cette émission que vous dites torchon. Il faut quand même un tout petit peu s'arrêter sur ce qu'a dit Trump. Trump, avant même l'élection, depuis des mois, disait si je perds, c'est qu'il y a une fraude. C'est quand même insensé de dire. Jean-Luc Mélenchon a fait un peu la même chose. Non, pardon. Ne me lancez pas sur Jean-Luc Mélenchon. Sur Trump, nous sommes dans un cas très particulier. Mélenchon a fait exactement la même chose. Un président des États-Unis il y a 4 ans en France. C'est incroyable qu'aujourd'hui, personne ne veut laisser personne parler. C'est incroyable qu'aux États-Unis, le président puisse dire avant même l'élection, avant qu'un seul bulletin soit dans l'urne, si je suis battu, c'est qu'il y a fraude. Il y a quelque chose qui dépasse l'imagination. Regardons le délire actuel et regardons ce qui se passait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Al Gore. Mais alors, Al Gore était démocrate, donc la presse l'adorait, donc de toute façon, il avait le droit. Mais Al Gore a contesté les résultats, puisqu'il a dit en Floride, c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, attendez, non, juste, je termine. Oui, attendez. Il a contesté les résultats. La Floride a été recomptée. Il y a eu un recours à la Cour suprême. Ça a duré, parce que là, on fait comme si c'était la fin de la démocratie américaine, le pays hyper déchiré. Le recours, la Cour suprême, qui a été saisie, a donné un arrêt, c'est d'Al Gore contre Bush, le 12 décembre. Donc, on a attendu le 12 décembre. Là, quand c'était Al Gore, c'est normal, parce que le problème des médias aujourd'hui, Gérard Miller le sait très bien, c'est que les médias font des colonnes avec les gentils et les méchants. Alors, gentil Biden, méchant Trump. Moi, attendez, j'ai vraiment beaucoup de sympathie pour Biden. Donc, mon sujet, c'est pas ça. C'est pas de dégommer Biden. Alors, je pense que la question de sympathie... Pourquoi il faudrait transformer tous nos journaux en folles militants? Maître Julien Grégoire. Pourquoi ne pas regarder la réalité en vrai aussi? Maître Julien Grégoire. Répondez à Franz-Olivier Gisbert sur est-ce que les médias rangent Donald Trump dans la catégorie des méchants et Joe Biden Je vais répondre à plusieurs points. Alors, il est souvent diabolisé à juste titre. Je ne vais pas répondre en fait. Allez-y, maître. Merci. Alors, le premier point, ça va être ce dont on parlait avant les publicités, c'est le point que Trump gagne dans quelques États, Biden est en train de gagner dans quelques autres États. Par contre, les écarts sont tout petits et il y a plusieurs États qui sont traditionnellement des États républicains où Biden est en train de gagner. L'État de Pennsylvanie, où Trump a actuellement 18 000 voix d'avance, est allé 50% républicain dans les dernières 50 années et 50% démocrate. Donc ce n'est pas du tout bizarre que pour l'instant, Trump a une toute petite avance sur Biden. En Pennsylvanie. Ça, c'est une première chose. Une autre chose, la question de pourquoi est-ce qu'on diabolise le pauvre Trump, ou je ne sais pas exactement quel est le discours de monsieur, et ça, je ne vais pas vous citer parce que je sais pas, je vous laisse vous exprimer sur ça. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que Trump a un problème aujourd'hui ? Parce que, comme vous avez dit, monsieur, depuis des mois, il dit et il annonce que dans le cas où moi je perds, c'est une élection frauduleuse. Dans le cas que je gagne, tout va bien, il n'y a aucun problème. Et on le sait très bien qu'il n'aurait jamais contesté les résultats s'il avait gagné. Et justement, le point très intéressant et le plus intéressant,
que en fait, lui-même, il a fait une grosse erreur dans son discours hier soir, Trump, c'est de dire regardez, les républicains ont fait tellement bien dans leurs résultats au Congrès, Sénat, Chambre des représentants. Par contre, à l'élection présidentielle, fraude partout. Le bulletin de vote est le même. Je le sais parce que j'ai voté par correspondance aux États-Unis. Je vote dans le même morceau de papier pour mon sénateur et pour mon président. Donc de dire il y a fraude énorme dans les élections et les résultats présidentiels, et par contre on est super content pour le résultat républicain. Alors que c'est le même bulletin de vote, ça ne tient pas la route. C'est le même bulletin de vote. Donc on ne peut pas dire qu'il y a fraude dans une des élections et dans une autre. C'est la même élection. C'est le même morceau de papier. Concernant les médias, c'est bien sûr que c'est le sujet. Cette séquence met en question toute la démocratie américaine. La question justement, pour nourrir notre débat, ce n'est pas parce que le président, moi aussi je peux crier, j'ai une voix qui parle très fort. Juste cette petite phrase. Juste, je vous écoute. Juste si vous permettez. Ce n'est pas parce que le président est hystérique parce que ce président est hystérique, Trump est hystérique, que nous devons tous devenir hystériques et fous. Voilà. Pour nourrir ce débat, moi je ne suis pas hystérique et les autres ne sont pas. Biden ne l'est pas du tout. On parle de médias. Biden est posé, Biden est calme. Permettez-nous de regarder cette séquence qui a beaucoup surpris, entraîné des commentaires. Le discours de Donald Trump interrompu en plein direct par plusieurs chaînes comme ABC, NBC ou encore MSNBC. Regardez. Iowa, Indiana, Ohio. Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. Non mais imaginez-vous en France un discours du président Emmanuel Macron interrompu pour corriger ces désinformations. Ça a quand même quelque chose d'orwellien et qui nous dit quelque chose sur le futur. Ces tweets ont également été censurés. Ça dit le pouvoir, effectivement, des GAFA. Je pense que surtout c'est contre-productif. Vous avez dit tout à l'heure, je me réjouirais de l'élection de Donald Trump. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les électeurs de Donald Trump. J'essaie de comprendre pourquoi ils votent pour cette personne dont on répète partout qu'il est fou, que c'est le plus mauvais, etc. Je pense qu'ils ont des bonnes raisons, ils se sentent délaissés, ils pensent qu'on ne prend pas en compte leurs préoccupations. Et vous imaginez ce qu'ils peuvent ressentir au moment où on censure, surtout que tout le discours de Donald Trump est articulé sur le fait qu'il y a un État profond, un système médiatique qui est ligué contre lui. C'est le meilleur moyen de le censurer au préalable que de lui donner raison. Il était quand même plus simple de faire ce qu'on fait là, de débattre après. Est-ce qu'il a raison de soulever la question des fraudes? Est-ce qu'il n'a pas raison? Un mot quand même sur les fraudes. Moi, je ne crois pas que ça change l'élection et je pense que Donald Trump aurait tort de se lancer dans une bataille juridique parce que de toute manière, on l'a dit, il a fait des meilleurs scores que prévu et je pense que pour peser, il vaut mieux pas qu'il insiste sur ce point. Mais comme vous l'avez dit, bataille juridique, il va perdre. Donc c'est pour ça qu'il va tout simplement prendre le micro et dire moi j'ai gagné. Tous les résultats de la démocratie sont faux. Oui, non, mais je pense qu'il ne doit pas. Je pense qu'il ne doit pas insister. Je suis d'accord. Je suis en train de dire la même chose que vous. Sur les résultats. Je suis en train de dire la même chose que vous. Je pense qu'il aurait tort d'aller trop loin dans cette bataille juridique. Mais quand même, il a quand même raison de soulever certaines questions. Qu'il va perdre, parce que les juges vont jamais. Non, vous l'avez dit vous-même. Vous l'avez dit vous-même. Ça se joue à quelques milliers de voix. En France, quand ça se joue à quelques milliers de voix, il y a des recours légaux et on recompte. C'est ce qui va se passer dans le Wisconsin. Il peut faire recours à la justice. Il y a des choses qui interrogent. Comment vous expliquez le 89%? Pardon, je peux finir. Là, c'est vous qui m'interrompez. C'est vous qui m'interrompez. Je continue et vous me répondrez. Vous me répondrez. Comment on explique les 89% de participation dans le Michigan? Je veux bien qu'il ait revivifié la démocratie, Donald Trump, par les anti et par les pro-Trump. Mais là, c'est le record depuis un siècle de participation. Oui, je reviens sur la fraude parce que je ne pense pas que ça modifie la donne de l'élection, mais je pense qu'effectivement, il y a eu des fraudes, comme il y en a à chaque fois d'ailleurs dans les élections américaines. Le cas Bush a été rappelé. Il y a eu le précédent Nixon-Kennedy. On pourrait remonter plus loin. Dans certains comtés, il y a plus d'électeurs que d'inscrits. Ça pose quand même problème. Mais vous avez raison, mais en fait, j'aimerais bien que quand je lance un sujet, on puisse s'arrêter sur le sujet, les médias et Donald Trump, Gérard. C'est un débat quand même à se tordre de rire. Alexandre et Franz
sont presque en train de nous dire que Trump est une victime. On est là avec le plus puissant du monde. À un moment donné, on est encore dans les caricatures, les médias n'en peuvent plus. Ce qui est quand même la moindre des choses, ça ne change rien au fait qu'il a parfaitement le droit de faire des recours. Personne ne dit ça. On est en train de dire que c'est un type qui nous explique que les bulletins marqués Trump sont des bulletins légaux et que les bulletins marqués Biden sont des bulletins illégaux. Si ça ne mérite pas effectivement qu'on dise que ce type, que cet homme président des États-Unis mérite quand même éventuellement qu'on s'élève contre lui, je n'y comprends pas. Mais Gérard, est-ce que ça mérite une interruption en direct? C'est ça le sujet. Je ne vais pas juger de la façon dont ça s'est passé. Moi, ça me réjouit et ça m'amuse parce que je trouve que c'est inhabituel, de même que Twitter puisse effectivement... Ça ne me semble pas hurler aux lois liberticides. On parle de qui? On parle pas d'un. On parle du président des États-Unis qui représente 60 millions de personnes. Très bien. À un moment donné, on l'interrompt. À un moment donné, on l'interrompt pour dire ce qu'il dit est faux et on le laisse reparler après. Ça c'est mieux. Je lance la question dans le débat. Merci. Je lance la question dans le débat. Jusqu'à quel point est-ce qu'il peut aller, ce président? Est-ce qu'il doit avoir le droit de dire et de prendre sa parole et d'écrire sur Twitter? On devrait je ne sais pas, tuer toute une partie de la population qui a voté Biden dans cet État. Je finis. S'il dit quelque chose comme ça. Allez jusqu'au bout, maître. C'est ça ma question. Je vais pas commenter sur la France, mais il y a des lois différentes entre la France et les États-Unis sur la liberté d'expression. Aux États-Unis, on a une liberté d'expression totale, normalement. Totale, voilà, et c'est vrai. Par contre, jusqu'à quel point est-ce qu'on va le laisser aller? Là, il a des propos antidémocratiques. Monsieur Miller l'a dit. Il propose que les bulletins de voix qui sont pour Biden sont des voix illégaux et que les bulletins de vote pour Trump sont des voix légaux. Donc là, ce sont des propos antidémocratiques. S'il avait des propos carrément violents, s'il avait des propos directement violents envers une population directe aux États-Unis, est-ce qu'on le laisserait la parole de faire ça aussi? Non, Twitter a une responsabilité. Je pense qu'il se ridiculiserait lui-même. Je pense qu'il se ridiculiserait lui-même s'il faisait ça. Il ne fait pas ça. Encore une fois, il représente des Américains qui sont persuadés qu'il y a une forme de deux poids, deux mesures. Quand vous le censurez, vous ne faites que son jeu, en quelque sorte. Et ensuite, je vous réponds quand même. Les démocrates sont mal placés pour donner des leçons. La dernière fois, Donald Trump a gagné. On a, pendant des mois, une fois qu'il était même à la Maison-Blanche, continué avec cette fake news en expliquant que c'était un agent russe, quasiment. Trump censuré. Donc il y a un deux poids, deux mesures. Tu la censures ou pas, Gérard? C'est quand même, Alexandre, vous savez ce que c'est que la censure? Il y a la censure, c'est quand on... Non mais excusez-moi, Trump n'arrête pas de parler, tout le monde l'entend. Il y a un moment donné de colère des médias, on dit il est censuré, le malheureux. Enfin, vous foutez du monde. Les gens censurés, c'est autre chose. Gérard, les médias, ils sont là, enfin, dans ma conception, je suis désolé, c'est peut-être un peu vieux jeu, mais pour rapporter, pour raconter, pour donner les faits et pour commenter après. Ah bah non, moi je vois la presse américaine, c'est toute la journée, c'était d'abord des publi-reportages sur Biden, on en avait d'ailleurs beaucoup en France, expliquant, et puis des journalistes qui parlaient à peu près comme vous, en expliquant que c'était l'horreur. Bon, et il y avait une sorte d'horreur trumpienne, hein, pour reprendre cette expression ancienne. Il y a une horreur trumpienne. Non mais attendez, c'est sûr que le personnage est très particulier, qu'il est un peu, voilà. Non mais attendez, est-ce que François-Olivier allait plus loin? Attendez, on va quand même vous mettre sur le divan. Est-ce qu'il y a une horreur trumpienne, oui ou non, pour François-Olivier Gisberg? Ce personnage est hyper égotique, il est très étrange, d'accord. C'est une particularité. Il y a une horreur trumpienne. D'abord, je ne vais pas dire qu'il y a personne, Gérard Miller. Je ne veux pas dire comme ça, il y a une horreur trumpienne, parce qu'il y a une horreur. C'est sûr qu'il n'y a pas d'horreur bideniste, si pour être clair. Simplement, moi, je suis scandalisé par ce que j'entends à longueur de journée. À la télévision. Je vais vous dire, par exemple, l'histoire des fraudes. L'histoire des fraudes, tout ça, c'est de la posture. Hein, c'est parce qu'il n'est pas encore battu. Oui, mais donc France, il fait croire que. Non, mais attendez. Hillary Clinton, elle a fait la même chose quand Trump a été élu. Attendez, je peux terminer une seconde. Allez-y, France. Parce que bon, vous êtes bien militante. Moi, j'essaye de défendre mon métier. J'essaie de défendre mon métier. L'histoire d'Hillary Clinton, si on reprend simplement, c'était la dernière élection présidentielle, elle a contesté les résultats. Al Gore a contesté les résultats. C'était démocrate, toute la presse trouvait ça très bien. Lui, bon, parce qu'il est républicain et qu'il a été totalement diabolisé par tous les médias du monde, la démocratie est en danger. Moi, je pense que la démocratie n'est pas en danger. Je pense qu'effectivement, peut-être que plus que dans les cas précédents,
il est angoissé à l'idée de perdre parce qu'il y a des petites histoires, non pas les histoires fiscales, parce que à mon avis, ça n'est pas grave. Je ne comprends pas où vous êtes depuis 15 jours. On ne parle pas de quelqu'un qui conteste des résultats, on parle d'un président qui, avant même le vote, disait que c'était... Marie-Aline, nous demandez de parler des fraudes. Les fraudes, de toute façon, alors si c'est ça le sujet, les fraudes, je pense qu'il y a un problème général et global. Pour les élections américaines, pourquoi... Non, attendez. Combien de secondes a-t-il de plus? Ah oui, c'est vrai qu'en termes de temps de parole, France, vous êtes bien en avance. Non, mais attendez, sur les fraudes, vous ne pouvez pas nier qu'il faut... Je finis. Sur les fraudes, il ne faut pas nier qu'il faut revoir le système. Il y a beaucoup de particularismes aux États-Unis, entre les États, chacun fait sa petite soupe de son côté. Oui. C'est clair, par exemple, pourquoi est-ce que la Pennsylvanie, on peut voter encore pendant 3 jours après les résultats? Pourquoi est-ce qu'on reçoit encore des votes? Il y a des petites règles à revoir. Et il y a eu l'abondance. Il y a eu l'abondance. Juste, attendez. Non, ce n'est pas bien pour le téléspectateur. Il n'y en a qu'une seule personne qui parle. J'arrête. Mais juste, je pense qu'il faut revoir ces règles. Bon, allez, d'accord. Tout va bien. Restons courtois. La victimisation. Sérieusement, bon, là, vous faites vraiment de la politique. Moi, je suis pas politique. Je ne suis pas aussi expérimentée à la télévision que vous. C'est vrai que je ne suis pas journaliste, donc j'essaie. Je suis pas militant. J'essaie. Je suis pas aussi expérimentée à la télévision et au débat que vous, ça c'est sûr. Mais laissez contester les résultats. Laissez Trump contester les résultats. Laissez-le aller jusqu'à la Cour suprême. Aller aux tribunaux. Comme l'a fait Al Gore. Je vous ai dit, monsieur, vous avez dit les contestations juridiques, il peut le faire. Oui. Laissez-le faire. C'est son droit. Si nous, du côté démocrate, il y a un tout petit écart dans quelques États, nous aussi, on va le contester. Ça fait partie de la procédure démocratique. Il n'y a personne qui dit vous n'avez pas le droit de contester. On a des procédures, suivez les procédures. Par contre, ne faites pas des propos dangereux qui mettent en question la démocratie. C'est ce qui se passe. Et dire que tous les votes qui sont contre lui, c'est une fraude. C'est pas contester les résultats de la façon procédurale qui est permise. C'est pas ça. Faut pas de poids de mesure. Expliquez quand les démocrates ont. Et je relance juste une dernière chose. Excusez-moi, je relance ma question sur la censure et je ne représente pas, comme je vous ai dit pendant la pause, je ne représente pas ABC News, je ne représente pas NBC News, je ne prendrai pas de position sur ce qu'ils ont fait. Je ne prendrai pas de position sur ce qu'ils ont fait. Ce que je dirais, c'est la censure. Est-ce que on va laisser dire Trump tout ce qu'il veut. S'il dit aujourd'hui, ce soir, écoutez, je suis pour les Proud Boys fascistes, groupe qui veut tuer des groupes minoritaires en particulier. Est-ce que vous le laissez parler pour dire ça? Jusqu'à quel point vous allez le laisser parler? Dans la Constitution américaine, il faut le laisser parler. S'il se ridiculise, mais pourquoi lui prêter des propos qu'il n'a pas tenus? C'est quand même un procédé rhétorique qui est un peu... Le gros problème... C'est un exercice de débat pour savoir... Le gros problème des médias, comme d'ailleurs des démocrates que vous représentez, c'est que vous prenez les gens pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'on est dans la stratégie du bourrage de crâne et que, au fond, vous pensez que quand il dit ça, les gens, les électeurs américains ou les téléspectateurs français n'ont pas leur libre arbitre. Ils sont incapables de se dire ce type vraiment il exagère. Oui, mais ce que pensent d'ailleurs beaucoup de gens. Est-ce que c'est pas vrai? J'ai pas dit que j'étais pour la censure. Est-ce que Donald Trump... J'ai pas dit que j'étais pro ça. Non, ça vous n'avez pas dit ça. Ça se tend aussi sur le terrain. Et je voudrais qu'on regarde comme cette séquence de ce militant pro-Trump qui s'en prend aux médias. Regardez, ça se passe dans Nevada. Oui, mais en le censurant, Il y a une partie de l'Amérique, on sent la colère très profonde de ce militant pro-Trump, qui pense, comme Donald Trump, qu'on est en train de lui voler l'élection avec la complicité des médias. Oui, mais c'est pour ça que ce sont les idées dangereuses, et ça, on le voit avec cette personne qui s'exprime comme ça. Il a le droit de s'exprimer, il a tout à fait le droit de voter pour Trump. Nous, on veut que tous les votes soient comptés, y compris les votes d'une personne comme ça. Il est un citoyen américain, il a le droit de voter et de penser ce qu'il veut, d'exercer son droit de vote, d'accord. Après qu'il pense et que tous ces gens mettent en question les résultats d'un système démocratique, comment est-ce qu'on peut avoir des élections? Comment est-ce qu'on peut être le pays qui est censé être le leader mondial? Le monde entier regarde les États-Unis comme modèle de démocratie depuis la Deuxième Guerre mondiale, et c'est le cas. Donc aujourd'hui, ça devient de moins en moins, et ça, c'est à cause de le Trump. modèle américain, c'était il y a 40 ans, 50 ans. Les États-Unis, c'est fini. C'est le modèle de la démocratie. Ce que dit Madame Alexandre et France est quand même très raisonnable. Elle dit
et c'est une évidence que Trump peut dire ce qu'il veut, d'ailleurs depuis 4 ans il dit ce qu'il veut, qu'on est dans un moment bien précis de la vie américaine, un vote démocratique, et que en prenant les risques qu'il prend de contester la validité des votes pour Biden, il met en danger la démocratie. Donc, quand tu dis censure, c'est une blague. On ne l'empêche pas de parler, il n'arrête pas de parler. Qui croit une seconde que Donald Trump va rester à la Maison-Blanche s'il a perdu apparemment, un certain nombre de ses partisans. Alors, Gérard ne croit pas un mot de ce qu'il vient de dire, évidemment. Mais oui, parce que et le monsieur qu'on a vu ne croit pas un mot, et les milliers... parce que c'est comme ça à chaque élection, mais il faut arrêter de se raconter des histoires. Enfin, Al Gore tenait le même discours que Trump, et tout le monde trouvait ça très bien. Et Hillary Clinton, elle a tenu le même discours aussi. Il faut arrêter Al Gore a suivi le gros problème des États-Unis... On corrige pour les Français qui peut-être ne savent pas. On corrige pour les Français qui peut-être ne savent pas. Alors, en 2000, il y a eu une petite différence dans l'État de Floride entre Gore et Bush. C'était tout petit, c'était des centaines de votes. Et Gore a suivi son droit. Il a saisi les tribunaux pour recompter. Et c'est ce que Trump fera peut-être dans l'État de Wisconsin parce que l'écart est trop petit. Saisir le tribunal, demander si on peut faire un décomptage à nouveau, c'est le droit de chaque candidat, il n'y a aucun problème. Encore une fois, je répète, au risque d'être trop répétitive, ce qu'on a déjà dit, c'est que de saisir les tribunaux, d'utiliser la procédure, d'exercer son droit en tant que candidat, de dire il faut que tous les votes soient comptés, c'est autre chose que d'annoncer à des millions de supporters que la démocratie américaine n'existe pas et que tous les votes sont faux. Ce n'est pas la même chose, monsieur. Souvenez-vous que votre candidat précédent, Al Gore, qui était démocrate, en 2020, a contesté les résultats. Sans parler d'Al Gore. Je viens de parler d'Al Gore et Hillary Clinton sur les votes russes. Dans la voie judiciaire. Alexandre. Il y a le bien, il y a le mal. Ça a duré des mois. Alexandre de Vecchio. Sans doute, Donald Trump a tort de faire ça. Il pourrait être plus modéré, moins excessif, mais effectivement, et il est toujours excessif. Effectivement, là où Franck a raison, c'est qu'il y a 2 poids 2 mesures. Souvenez-vous d'Hillary Clinton, ça a duré des mois. Il y a même une enquête du FBI pour expliquer que Trump avait été élu grâce aux hackers russes. Donc là, ça ne posait pas de problème au Parti démocrate de démocratie. Vous êtes effectivement, la démocratie américaine est malade. Mais c'est impossible de pas laisser. Est-ce qu'on peut laisser Madame dire une chose simple, c'est que dans l'histoire américaine, ce qui se passe actuellement n'est pas inédit. Ça se passe à chaque fois pareil. Les contestations de Gore, n'est pas inédit. Mais non, en 2020, ça n'a rien à en voir. l'an 2000, il y a 20 ans. Pardon, si je peux me permettre, pour garder l'histoire. Al Gore n'a jamais dit si Bush gagne, c'est qu'il y aura eu fraude. Il n'a pas dit avant, mais il a dit après. Il a dit il n'a pas été élu. Et il y a eu la triche, il faut tout recompter. Il n'y avait pas 100 millions de voix par correspondance. Il a fait un recours à la Cour suprême. Vous êtes incroyable, Personne ne dit qu'il n'y a pas eu dans le passé des contestations et parfois des contestations si vives. On dit 2 choses. D'une part, que jamais personne n'a contesté avant une élection. Si je perds, c'est qu'elle est frauduleuse. Et jamais aucun président des États-Unis n'a mobilisé des millions de ses partisans en disant on me vole mes voix. Jamais ça ne s'est passé. Miller, jamais il y a eu 100 millions de votes par correspondance. C'est vrai que c'est un des tabous, il ne faut pas en parler. Mais ça modifiait la donne dès le départ. Et c'est ce qu'un Vous savez comment moi je vote en tant qu'Américaine à l'étranger ? Vous pouvez imaginer comment je vote en tant qu'Américaine à l'étranger. Bien sûr, il y a toujours eu des votes par correspondance. En personne ou par correspondance. 100 millions de votes par correspondance. Il y a une fraude. J'ai une question, Maître Julien Grégoire. Quand on voit la passion des débats là, que nous avons en France, alors que nous ne sommes même pas concernés directement par l'élection, comment ça se passe là-bas, chez vous? Est-ce qu'on pourra, non pas réconcilier ces 2 Amériques, mais faire en sorte que ces 2 Amériques puissent vivre ensemble sans sombrer dans le chaos. Gérard Haro, dans le Parisien ce matin, ex-ambassadeur français à Washington, dit « Dans ce pays où tout le monde est armé, on peut s'attendre à des incidents violents ». Je pense que c'est une direction de Vecchio. Moi, je parlais de Gérard Haro dans le Parisien ce matin. Oui, c'est une excellente question et justement, je pense que ça peut expliquer la raison pour la censure de hier soir, même si, encore une fois, je ne dis pas que je suis pro. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un risque de violence et de motiver et inciter comme fait Trump actuellement. Et heureusement, les républicains ne le soutiennent pas dans ses propos. Pour l'instant, la plupart des républicains ne le soutiennent pas. Il y a des risques de violence, surtout si c'est toujours tout le temps répété
répéter Biden a volé l'élection, les démocrates volent l'élection, les démocrates volent l'élection. On répète, et les gens sont armés, c'est vrai. Alors ça, c'est une question dans l'immédiat. Est-ce qu'il y a risque de crise, de violence? On n'espère pas, et ça va dépendre justement du discours du côté de droite. Biden essaie de stabiliser les choses, de calmer le jeu. C'est ce qu'il essaie, et lui, il prend sa responsabilité. Avec le pouvoir vient la responsabilité. Trump et les républicains sont au pouvoir, au Sénat et dans la présidence depuis 2016. Okay? Donc eux, ils ont la responsabilité qui vient avec le pouvoir de calmer le jeu, justement, de limiter les violences et de rassurer le peuple. Et c'est pas du tout ce qu'ils font. Mais quand on censure Trump, on alimente la fracture. C'est ça que vous voulez pas comprendre. Il y a une Amérique qui pense ne pas avoir la parole, une Amérique dont on a nié le vote depuis 4 ans, parce que c'est ça la réalité. On a expliqué que Trump était un accident de l'histoire. De quoi vous parlez quand vous dites que les électeurs de Trump étaient des beaufs, de quoi vous parlez exactement, Alexandre? Je voudrais savoir. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. 50% de l'Amérique. Et donc les censurer et dire circuler n'a rien à voir, c'est alimenter leur colère. La dernière élection, après je suis d'accord que Joe Biden réagit bien mieux que les médias américains. Pour l'instant, il est calme. Allez, là, il nous reste il est assez parfait. 30 secondes. Oui, mais là, on va lui faire plaisir parce qu'effectivement. Je me doute sérieusement, mais je vous écoute. Je vous écoute. Bon, c'est normal, elle est amoureuse de Joe Biden parce qu'elle le représente, elle l'incarne très bien. Non, c'est parce que je tiens au destin de mon pays. C'est parce que je tiens au destin de mon pays, c'est pas parce que je suis amoureuse. Je trouve qu'il tient un discours tout à fait responsable et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'hystérie des médias américains. Je répète, moi, ce n'est pas parce qu'il y a un président qui est étrange. Un président sortant qui est étrange, Donald Trump, qu'il faut accepter d'hystériser tout le jeu politique, que les médias soient hystériques. C'est vrai que vous avez raison là-dessus, Biden. Pensez-vous qu'il y a des risques? Pensez-vous qu'il y a des risques, monsieur? Pensez-vous qu'il y a des risques de violence quand il y a beaucoup d'Américains qui sont armés, en effet, quand on a parlé, et il y a un président qui est au pouvoir, qui dit allez-y, prenez-les, qui dit stand up. Bon, sur ce point, on ne vous mettra pas d'accord. Vous disiez, Gérard, je dis un jour, Olivier, je vous expliquerai ce que c'est que l'hystérie. Je ne supporte pas qu'on insulte l'hystérie. Vous connaissez bien avec Jean-Luc Mélenchon. C'est marrant que moi je défends toujours Jean-Luc Mélenchon, j'aime bien sa personnalité forte, mais vous ne pouvez pas soutenir Jean-Luc Mélenchon et être à ce point dans la diabolisation. Oui, parce que... Allez, laissons Mélenchon là où il est. Merci beaucoup, maître Julia Grégoire, conseillère juridique et porte-parole des démocrates au Broad France, d'être venu sur ce plateau. On va partir sur le front de la crise sanitaire en France et se demander jusqu'où il faut aller. 10 000 € d'amende, c'est ce que les députés proposent d'infliger aux Français qui ne respectent pas les règles. Est-ce que le gouvernement va trop loin? Enfin, le gouvernement, il n'a pas encore choisi cette option, mais il y réfléchit peut-être. Est-ce qu'on doit traiter les Français comme des délinquants? On va en débattre avec le docteur Jean-Paul Hamon qui va nous rejoindre. A tout de suite. Dans la lutte contre le Covid.